On a cette augmentation des feux qui est assez significatif. On le voit donc, dans les statistiques. Il n'y a pas de doute à avoir qu'on est en train de changer, a priori, on appelle ça de l'air de feu, parce qu'au final, on voit que de plus en plus, on franchit des records. Donc cette année, on va le voir tout à l'heure, on est à près de 15 millions donc d'hectares qui ont brûlé à l'échelle du Canada, un peu plus de 5 millions au Québec, sachant que généralement au Québec, c'est plutôt 2, 3. Donc là, on est vraiment dans une situation qui, de mémoire d'homme, dépasse un peu finalement ce qu'on a pu voir sur, sur les statistiques durant ces dernières décennies. Donc là, on est vraiment dans une phase où on s'interroge si véritablement les conditions vont changer ou si c'est que au final un événement assez exceptionnel, notamment dans celui de 2023, ou plutôt on est en train de s'inscrire sur une nouvelle étape dans ce qu'on appelle donc le régime des incendies. Donc pour commencer, je pense que je vais faire ça. Est-ce qu'il marche? Diapositive. Donc, ça ne défile pas si je fais rentrer. Ah, voilà. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments donc, de langage autour de ce que j'utilise comme approche. C'est la paléoécologie. Donc, on verra que c'est quoi la paléoécologie. Donc, une définition assez simple. Je vous donnerai quelques éléments d'accroche sur le contexte géologique et climatique, notamment dans la région de la Abitibi. Et après, donc, on rentrera un petit peu plus donc, autour des enjeux, des interactions, notamment entre le climat et les feux, mais aussi les relations entre la végétation. Vous verrez que ce triptyque entre climat, feu, végétation, c'est un triptyque qu'on comprend suffisamment assez bien. Et on le voit aussi dans ces archives lacustres passées, que ça a vraiment fonctionné en interaction avec du feedback, notamment de la végétation sur les feux, et notamment donc, le principal moteur des incendies, qui est donc les variations du climat. Donc, la paléoécologie, donc c'est assez simple. Hein, euh, donc, nous, on travaille sur une approche rétrospective, c'est-à-dire donc on essaie de regarder donc des processus écologiques. Hein, donc, quand on fait le présent, on peut parler de néoécologie. Quand on fait le futur, on parle donc d'écologie prédictive avec la modélisation. Vous verrez que moi, j'utilise aussi la modélisation, mais surtout aussi dans le passé. Et donc, on a donc, la capacité, en tout cas l'intérêt de faire cette approche-là. Donc, ça nous permet d'avoir un continuum temporel, okay, donc depuis le passé, le présent, le futur, et d'avoir au final donc, des mécanismes qu'on essaie de décrypter sur un pas de temps qui est quand même assez long. Donc, on peut aller du millénaire jusqu'à l'actuel. Et même sur certaines séquences, on peut même travailler sur la partie décennale, donc les dernières donc, décennies. Et on peut travailler sur de la biogéographie, sur l'évolution des espèces, on peut travailler sur des mécanismes d'extinction, de migration, etc. Donc, on est quand même, si on gomme cette partie qui est pour dire passé, pardon, j'espère que ça va pas. Donc, on fait de l'écologie, mais c'est juste de l'écologie qui s'articule sur un pas de temps qui est un petit peu plus. Donc, quand on fait de la paléoécologie, on fait de l'écologie et on essaie de voir ce qui se passe sur des pas de temps, je dirais, un petit peu plus dilatés. Donc, si on fait référence à ça, il y a des prédécesseurs, en tout cas des personnes qui ont formalisé un tout petit peu finalement la définition autour de ça. Donc, c'est une branche de l'écologie qui étudie le passé, les systèmes écologiques et leur tendance en fonction du temps à l'aide donc, des fossiles et autres types de marqueurs. Donc, il y a un principe là, qui a été notamment de Charlier qui disait que le présent est la clé du passé, où les processus naturels opérant aujourd'hui ont opéré aussi dans le passé. Donc, on fait de l'actualisme un petit peu. C'est-à-dire que, à part celles et ceux qui travaillent sur des temps beaucoup plus profonds que ce que je vais présenter aujourd'hui, quand on fait de la paléontologie, par exemple, là, ce n'est pas la même chose. Là, ici, vous allez voir que les espèces que je vais illustrer, discuter, sont les mêmes espèces qui se développent actuellement. Donc, on fait véritablement, je me disais, ce principe d'actualisme, c'est-à-dire on utilise l'écologie actuelle pour pouvoir justement inférer
et discuter de ces processus écologiques. Donc, je dois admettre quelqu'un là, je vois. OK, donc pour faire rapidement je dirais un petit encart sur ce qui nous intéresse et surtout sur la région. Donc, on va travailler sur le quaternaire. Donc, le quaternaire, ce qui caractérise le quaternaire, c'est notamment les fluctuations entre glaciation, donc des périodes où il est très, très, très froid, et des périodes de réchauffement. Okay. Et la dernière glaciation, donc le quaternaire, on a énormément d'archives qui nous permettent de comprendre tous les processus qui ont été je dirais, mis en jeu en termes de géologie, géomorphologie, et notamment l'avancée du grand glacier ici, en l'occurrence. Donc, il y a eu plusieurs, bon, imaginez un gros glaçon, mais qui s'est disloqué en fonction de la topographie en plusieurs morceaux. Nous, il y a l'Islandiste, donc Laurentidien, qui était là, qui recouvrait notamment dans toute la région ici de l'Abitibi, avec une période optimale donc, de glaciation d'environ 18 000 ans. Donc, c'est là où il faisait le plus froid, entre 18 et 22 000 ans. C'est là où il faisait le plus froid. Donc, vous voyez que toute la partie nord de l'Amérique du Nord était glacée. Donc, il y avait quand même une partie sud, sud des États-Unis et le Mexique, où les espèces, quand il y a cette période de refroidissement, se réfugient. Et après, bon, quand les conditions sont favorables, ils remontent. Donc, il y a toujours cette variation spatiale des espèces en fonction de la présence de ce glacier. Et vous allez voir que même en disparaissant le glacier, donc nous, on est. C'est pas grave, nous, on est là. Donc, quand le glacier va disparaître, pas cacher ce truc-là. Je reviens en arrière. Donc, vous voyez, le glacier est là. Donc, il va disparaître à partir de 11 000, 12 000 ans. Donc, 18 000 ans, il fait froid, il fait très froid. Et au fur et à mesure, en fonction de l'inclinaison de la Terre, en fonction de plein de paramètres orbitaux, on commence à réchauffer. Et à partir de 11 500 ans, c'est une période qu'on appelle donc de réchauffement, qui est l'Holocène. Ça, c'est la période sur laquelle on va travailler le plus dans ce secteur-là. Donc, le glacier disparaît. Donc là, on voit, donc c'est une animation, là, je crois que c'est fort de la thèse de Marianne Vogel. Et donc, on voit que le glacier disparaît. Et en disparaissant, le gros problème, c'est qu'il y a un gros glaçon qui reste au niveau de la Vigence. Et donc, l'eau qui est issue du glacier ne peut pas se vidanger. Donc, du coup, l'Abitibi, encore plus tardivement que d'autres régions, s'est retrouvée avec un énorme lac. Et donc, impossible que la végétation, à part les plantes aquatiques, puisse se développer. Donc, il fallait que ce verrou ici, le gros glaçon qui est resté au niveau de la médiane, se disloque. Et il se disloque aux alentours de 8200, 8400. Ça dépend des reconstitutions là. Donc nous, vous voyez, donc le réchauffement, c'est le Holocène. Donc ici, vous avez le quaternaire avec le Pléistocène, le quaternaire donc divisé en Pléistocène, refroidissement, réchauffement. Et donc du coup, vous avez toute la partie qui nous intéresse, sur laquelle on va pouvoir discuter, qui se trouve finalement dégagée du glacier et du lac proglaciaire aux alentours de 12 000. Donc là, vous voyez justement l'illustration de ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est valable pour tout l'hémisphère nord. Tout l'hémisphère nord, on observe ce processus-là. Donc, vous voyez les températures ici très froides. Et à partir on va dire, de 18 000 ans, donc on a l'optimum de refroidissement. Et au fur et à mesure, jusqu'à arriver ici, à cette période-là, on est dans l'Holocène. Et vous voyez là, après, donc, d'autres reconstitutions de la température, où on part vers un nouveau réchauffement dû, bien évidemment, vous le savez tous, aux modifications climatiques actuelles. Donc, moi, je travaille depuis à peu près, bon, ça fait à peu près une vingtaine d'années autour du cercle polaire, et donc ici au Canada, sur ce triptyque-là entre à la fois les incendies, le climat et la végétation. C'est vraiment sur ça que je travaille depuis quelques années. Et l'idée ici, c'est, encore une fois, de documenter ce triptyque-là dans le passé,
et pour essayer d'avoir des éléments de réponse sur le futur au regard du réchauffement actuel. Vous allez voir que ce n'est pas quand même quelque chose d'assez facile parce que je dis toujours, quand on fait de la paléo, c'est comme si vous arrivez sur une scène de crime qui a plusieurs milliers d'années, avec quelques indices, vous devez trouver le coupable. Imaginez qu'actuellement, c'est quand même compliqué de trouver des fois le coupable. Donc, quand on fait une approche rétrospective avec très peu d'éléments, bah, des fois, on fait de la fiction. Hein, donc, il faut faire attention, je dis toujours à celles et ceux qui commencent à faire de la paléo. Ils disent, quand tu fais de la paléo, c'est là que tu commences à mentir. Donc, ben, il faut faire attention de ce qu'on dit et prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est pas aussi trivial que ça de pouvoir sortir des histoires avec ces approches-là. Donc là, ce qui est indéniable, c'est que, bon, et là, c'est de données, notamment au niveau de l'Arctique, de la Sibérie, donc de données du satellite, là, en tout cas du consortium européen Copernicus, hein, donc ce système-là qui permet donc de récupérer des informations autour de la planète, notamment des températures. Et là, on voit de façon indéniable, depuis à peu près, notamment les 20 dernières années, une accélération assez catastrophique, et on le voit encore aujourd'hui, des températures. Et on se demande comment finalement le système va pouvoir réagir en fonction de ce réchauffement. Et qu'est-ce qui nous attend pour le futur. Donc, si on regarde les statistiques, hein, donc là, c'est Recherche Canada, donc Research Natural Canada, qui montre que donc, la saisonnalité des feux donc, historiques hein, donc, est notamment projetée, donc exprimée en surface. Donc là, vous voyez que là, c'est les différents scénarios. Tous les scénarios nous disent qu'on va avoir une augmentation de la surface brûlée. Peu importe le scénario, je dirais le plus optimiste, le plus pessimiste. Donc là, ici, vous avez un scénario, donc en rouge, c'est le 8.5, donc catastrophique. Personne n'arrête de polluer. On continue à avoir nos voitures à grande émission. On mange sans compter, etc. Donc personne ne s'arrête. Donc là, vous avez les barres qui sont en rouge. Donc on voit 2040, 2070, 2100. Okay. En vert, c'est réduction moins rapide, on est raisonnable. Et quoi qu'il arrive, on n'augmente plus. Donc là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est quand même dans une configuration où, peu importe le scénario, le plus extrême, entre guillemets, et celui le plus conciliant en termes de réchauffement, on est vers cette augmentation. Moi, ce qui me dérange sur cette figure-là, c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé, c'est que la période de référence sur laquelle on se raccorde, c'est la période 1980-2010. Moi, je me suis dit, OK, c'est vrai que je l'ai montré tout à l'heure, donc ça se réchauffe, mais si on n'a pas finalement toute l'histoire en termes de processus, en termes de dynamique, mais on peut aussi se dire que ce qu'on observe actuellement est peut-être directement dans le dynamique naturelle de la forêt. Est-ce qu'au final, l'événement de 2023 ne s'inscrit pas dans la variabilité naturelle? Donc, ces questions-là sont quand même assez importantes parce que vous voyez que la période de référence, elle est quand même assez courte. Et donc, pour moi, en fait, c'est un peu problématique. Donc, je me dis que pour avoir toute l'information, toute l'étendue en termes de processus, il faut qu'on regarde notamment ce que je veux vous raconter, les archives paléo. Parce que, honnêtement, il y a des choses qui se sont produites dans le passé. Et de plus en plus, il y a encore quelques semaines, je suis convaincu d'une chose, c'est que la période de référence sur laquelle on devrait travailler, sur laquelle on devrait porter toute notre attention, il se trouve il y a 1000 ans. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, cette période de référence, pour moi, elle est bonne, mais elle est aussi problématique parce que pas suffisamment de profondeur temporelle. Ce qui a commencé à allumer quand j'ai commencé ici en 2005, et bon, je commençais à travailler sur ces histoires d'incendie, à faire des analyses paléo, etc. Mais ce qui avait vraiment marqué quand j'ai commencé à vouloir vraiment
comprendre les processus qu'il y avait derrière tout ça. C'est le feu qui s'est produit en 2017, je pense, à Fort McMurray. Avec, donc là, on avait donc près de 600 000 hectares de forêt qui ont brûlé, mais c'est pas tant la surface qui était important pour moi, c'est le fait que le feu était dans la ville. Et ça avait marqué tout le monde ici, mais même nous, en Europe, en France. Donc, ça avait parlé tout le monde. Donc, il y a eu plein d'interventions parce que véritablement, donc il y en a eu d'autres. Hein. Donc, moi, j'ai pris cet exemple-là parce que ça m'avait marqué. Mais voilà, il y avait des voitures donc, brûlées. Donc, on voyait vraiment dans le côté visuel était assez, pour moi, en tout cas, saisissant. Et ce qui a fait que je me suis dit, bon, il faut qu'on arrive à mieux décrypter. Je parle toujours de mécanisme parce qu'au final, ce qu'on a besoin, c'est de comprendre le lien intime entre le climat, la végétation et les feux. Donc, essayer vraiment d'aller décrypter pas à pas et d'observer, de relire, de revenir, etc. sur ce mécanisme-là. Donc, ce feu m'avait particulièrement marqué et qui a déclenché chez moi cette idée donc de mieux comprendre les processus et les mécanismes qui sont derrière. Ce qui avait marqué aussi ce feu en question, c'était le fait que on l'avait martelé, donc là ils ont appelé ça la grande évasion, donc vous voyez, donc le ciel était tout en rouge, etc., donc comme 2023 d'ailleurs. Mais dans la presse, ce que j'avais noté, c'était que ils disaient, mais oui, en plus, le printemps était exceptionnellement chaud et qu'on avait perdu rapidement de la neige, les lacs ont dégelé très rapidement, etc. etc. Je me suis dit, non, ok. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose sur lequel on doit essayer de voir si ce processus-là, autour du printemps, au final, était quelque chose sur lequel on était capable de décrypter des choses dans le passé. Donc là, c'est là où j'ai fait un peu l'histoire. Mais quand j'ai regardé le feu de Fort McMurray, c'était 2017, j'avais commencé à bosser un peu là-dessus. À peu près, je dirais juste après 2010. Et quand c'est sorti ce feu-là, je me suis dit, ah, ok, bon, à mon avis, on n'était pas loin de la vérité quand on l'avait publié en 2012. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur les histoires de printemps, bon, 2017, ça m'avait marqué, mais au départ, avec un collègue, Martin Girardin, on s'était dit, et notamment avec Marc Houghton, on est aussi au Service canadien de foyer, ils n'arrêtaient pas de me dire le réchauffement climatique, ça va être au printemps. Le réchauffement climatique, c'est surtout du côté du printemps qu'il faut regarder les choses. Et donc, on est donc ce fameux feu de 2023, là, donc avec ces histoires, donc c'est une courbe que je vais retirer dans le Radio-Canada, mais en gros, hein, c'est un peu moins, là, c'est plutôt aux alentours de 15 000. Et là, on se pose la question, au final, est-ce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère des incendies? Est-ce que ce feu reste dans la variabilité naturelle ou pas, etc. Donc, c'est vraiment la question, à mon avis, qui se pose au jour d'aujourd'hui. Et est-ce qu'au final, on est capable de résoudre cette question-là? Donc, on va rentrer maintenant plus en détail sur la paléo. Ce qui est quand même assez extraordinaire avec cette discipline, c'est pas pour, je dirais, prêcher pour ma paroisse, là, mais c'est que, au fait, donc nous, on utilise des lacs ou des tourbières, c'est des bibliothèques, au fait, à ciel ouvert. Parce que il y a énormément d'enregistrements de proxy, on appelle donc des bioindicateurs, qui sont dans ces lacs. Donc là, vous voyez donc une végétation, et tout ce qui se passe dans cette végétation-là va se retrouver stratifié, fossilisé dans le temps. Donc, l'idée, c'est de venir dans un lac et de pouvoir récupérer des carottes. On va le faire la semaine prochaine à Cagnapisco. Et donc, du coup, au fur et à mesure, plus on descend en profondeur, plus on remonte le temps. C'est juste ça, en fait. Ce qui est génial avec les lacs, c'est que c'est stratifié. Et là, vous êtes capable d'arriver, c'est comme si vous allez à la bibliothèque, vous ouvrez un bouquin et vous lisez, et évidemment avec toute la connaissance qu'il faut pour pouvoir lire ces bioindicateurs, mais voilà, on peut reconstituer du climat, on peut regarder les incendies, on peut faire de l'ADN, on peut faire de l'histoire de la végétation. Donc on a vraiment
tout un arsenal donc, de données sur lequel on peut s'appuyer justement pour documenter ces affaires. Donc, avec le climat, donc là, très souvent, donc ça, c'est un indicateur qui est quand même assez extraordinaire. Ce sont des diptères, c'est des chironomides. Donc, on a, donc, dans son cycle de vie, il a un cycle de vie assez rapide, hein, notamment durant l'été. Et donc, un cycle de vie, et on a des organismes, parce que c'est des communautés qui vont se succéder en fonction de la température et en fonction aussi donc de la température de l'air, mais aussi de la température de l'eau, et en fonction je dirais, de la profondeur de votre lac, etc. Donc, il y a toute une discipline hein, autour de ces analyses des capsules céphaliques qu'on utilise pour pouvoir reconstituer le climat, mais on peut aussi reconstituer le climat avec les pollens parce que je dirais le concept qui est derrière tout ça, la végétation est en équilibre avec le climat avec la végétation, etc. Donc, on est capable de faire, je dirais, cette reconstitution avec des grains de pollen, mais je pense que, notamment les chironomides, c'est un excellent bioindicateur pour le climat. Donc là, c'est pour vous donner comment ça se passe. Donc, nous, on arrive sur un lac qui, généralement, est gelé. Donc, très souvent, je préfère échantillonner l'hiver parce que ça nous permet d'avoir une plateforme stable. Et on a tout un équipement fort et on récupère les sédiments au fur et à mesure. Mais on peut le faire aussi l'été. Ici, je crois que c'était dans les territoires du Nord-Ouest, c'était impossible de pouvoir y accéder en skidoo, etc. Donc, on est obligé de prendre un hélicoptère en plein carbone, pas terrible, mais des fois, il y a des zones où ce n'est pas accessible. Et donc, on est obligé quand même de recourir à d'autres types de moyens de locomotion. Donc, en l'occurrence, ici, ce qui est important, c'est d'avoir toujours une plateforme qui soit suffisamment stable pour faire un échantillonnage qui soit le plus adéquat possible. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a une autre discipline qui prend beaucoup plus d'importance actuellement, c'est de l'ADN ancien. On peut faire de l'ADN ancien maintenant sur les sédiments, donc il y a tout un développement de biologie moléculaire et de génomique sur lequel on est en train de s'appuyer pour justement retracer, la dynamique des espèces qui étaient en présence. Donc, c'est une approche encore qui est avant-gardiste, donc qui se développe encore plus. On va encore de plus en plus loin dans notre capacité à utiliser ce proxy d'ADN ancien. On peut aussi utiliser des marqueurs géophysiques, géochimiques, sur lesquels on peut s'appuyer pour notamment reconstituer des dynamiques d'érosion, etc. Donc, pardon. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on a observé justement avec, ça c'est la thèse de Lisa Bajol, qui a utilisé justement ces fameux chironomides pour pouvoir reconstituer le climat. Il y a des données qui sont de façon assez précise qui montrent que donc là, ici, vous avez eu le lac qui s'est vidangé, 8200 ans. Donc, on a une période de réchauffement, ici, qu'on appelait l'optimum climatique de l'Holocène, où il faisait a priori plus chaud et plus sec que maintenant. Okay. Par la suite, nous allons en cours de 4000 ans, on est suite à toujours encore cette histoire de changement orbitaux, on a une diminution des températures et on est rentré dans ce qu'on appelle le néoglaciaire. Donc ça, il y a plein d'études qui le montrent en Europe, ici en Amérique du Nord. Ce mécanisme-là de passer d'une période de réchauffement vers une période donc, de refroidissement, il est assez connu. Avec un marqueur, gardez-le en tête, 4000 ans. 4000 ans, on a basculé véritablement sur le plan climatique, chaud, sec avant, et froid et a priori humide aussi, à partir du néoglaciaire. Cette longue période de réchauffement a été ponctuée par d'autres types d'oscillations du climat. On a eu ce qu'on appelle ici l'optimum romain, qui n'est pas très visible en Amérique du Nord. Après, on a eu l'anomalie climatique du médiéval, donc un autre réchauffement qui était là. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Donc, chaud, sec avant 4000 ans, froid et humide après 4000 ans, et il y a eu quelques petites oscillations juste après. Okay. Donc, gardez ça en tête comme jalon climatique et on va pouvoir après s'y référer. Donc, pour aller beaucoup plus rapidement, donc je vais essayer d'être pédagogue. Donc, ici, vous avez le temps.
qui est là. Donc, 11 000 ans. Donc là, on remonte plus loin parce que là, on n'est pas dans la région. C'est juste pour vous montrer comment on reconstitue finalement les feux. Donc, vous avez un incendie. Je suis allé peut-être un peu trop vite juste avant. Donc, vous avez des feux et donc vous avez des charbons qui rentrent. Donc, vous avez votre végétation qui brûle et vous avez des charbons qui rentrent. Et donc, nous, avec des analyses statistiques, numériques, on est capable, à la suite de cet enregistrement, chaque croix correspond à un événement de feu. Donc, à partir de ces charbons de bois qui sont fossilisés dans les sédiments, on est capable de dire, ben là, il y a eu 2 feux, là, il n'y a pas de feu ici, 2 feux, là, ils sont très rapprochés, ici. Et par la suite, ici, vous avez des feux, mais espacés, et là, ça s'accélère. Donc, chaque croix que vous voyez correspond à un événement de feu. Donc, ça m'amène à la figure suivante. Et donc, au-delà, parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que dans un feu, vous pouvez avoir soit un feu ou 2 feux. Donc, ça, c'est des problèmes statistiques. Mais ce qui est important, si vous devez lire ce graphique de façon simple, donc là, vous avez vos croix, les événements. Et si je dois lire ici, vous voyez que les croix sont donc ici, c'est un nombre de feux sur 1000 ans. OK? Et si vous regardez le graphique ici, vous avez 5 feux sur 1000 ans, donc pas beaucoup de feux. Les croix sont espacées. Et quand vous arrivez ici, vous voyez que là, j'ai plein de croix. Ça montre tout simplement qu'on a augmenté la fréquence des feux. Donc là, vous voyez ici que j'ai 10 feux par 1000 ans, l'équivalent d'un feu tous les 100 ans, quoi. Ici, et après, ça diminue. Donc là, ici, je peux dire, au début, donc la fréquence des feux était faible, à l'échelle de l'océan, on s'entend. Encore une fois, ces écrans, la technologie. La fréquence augmente, diminue et repart. Donc là, c'est comme ça qu'on lit les choses, si, en s'affranchissant de toutes les, je dirais, tracasseries mathématiques, numériques et derrière tout ça. Donc ça, c'est un papier qui date, hein. Ça commence à être vraiment très très vieux, mais vous allez voir que c'est à partir de ça qu'on pourra notamment repositionner ces histoires de 2023. Donc là, ici, ce graphique, donc là, c'est la reconstitution des incendies qui est ici, là, avec ces histoires de fréquences. Ici, c'est l'histoire de longueur de saison de feu. Et ici, vous avez l'insolation. Ici, vous avez les précipitations. Ici, vous avez le temps qui est là. Sur ce graphique-là, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, ici, c'est la taille des feux, avec une nouvelle métrique que j'avais proposée à cette époque, en 2012. Et là aussi, vous avez les températures. Ce qu'on voit, c'est que la période avant 4000, il y a eu beaucoup d'incendies. Chaud et sec. Rien de nouveau sur la planète, dans l'absolu. Chaud, sec, le feu, c'est pas un problème. Après, on arrive à 4000 ans, la fréquence des feux diminue. OK, il fait froid et humide. Pourquoi pas, c'est logique. Le lien direct entre température et feu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on était capable de, donc ça, c'est un modèle avec ma collègue Christelle Elie, de reconstituer la longueur de la saison de feu. Vous savez, la saison de feu ici commence, je dirais, fin mars, début avril, jusqu'à septembre. Donc ça, c'est une longueur, c'est la saison. Ce qu'on voit, c'est que la saison a diminué. OK, ben, ça explique la diminution de la fréquence. Il n'y a pas de problème. Pourquoi la saison de feu a diminué? Mais parce que l'insolation, notamment estivale, a diminué. OK. Pourquoi? Ben, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, le néoglacial faisait froid et humide. Vous voyez ici, la précipitation augmente à partir de 4000 ans. Vous voyez, là, le temps est ici, 4000 ans, la précipitation augmente. Donc là, tout est logique. Sauf que, moi, quand je regardais cette reconstitution, à l'époque aussi, un de mes anciens collègues, Christopher Cartaillet, on se disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans nos reconstitutions parce que on a beaucoup de charbon qui rentrent à partir de 4000 ans. Énormément, mais on a eu des records sur la Covenant notamment, sur chaque centimètre. Voilà, donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais l'analyse ici, la période un peu avant, là, et à peu près sur chaque centimètre analysé, allez, une trentaine, une quarantaine de charbon. Okay. Quand on arrive à 4000 ans, déjà, on a loin de là, de 30, c'est beaucoup moins, beaucoup plus, mais il y a des pics où on monte à 200. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On regarde les sédimentations, la sédimentation elle est impeccable. On peut dire que
il y a eu un changement de sédimentation, c'est-à-dire beaucoup plus de production de matière organique. La sédimentation, elle est constante. En plus, on prend des précautions quand on fait. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à l'époque, un autre collègue aux États-Unis disait que quand on prend sur une grande région la quantité totale des charbons de bois que tu trouves dans un lac, tu es capable de donner une idée de la biomasse totale brûlée sur ton territoire. Okay. Donc, à partir de ça, je me suis dit, mais si on faisait un ratio, etc., pour estimer la taille des incendies via la quantité de charbon, via l'occurrence des incendies, etc. Donc, j'ai commencé à bidouiller des trucs en stats, mathématiques et tout. J'envoie ça à Martin et à Olivier à l'époque, on se dit, mais ça marche parce qu'au final, en faisant tel ou tel procédé, et au regard de ce qu'avait sorti notre collègue aux États-Unis, ça marche. Et là, quand on a sorti cette courbe-là, on s'est dit, mais il y a un truc qui est saisissant au final. La fréquence a diminué, mais quand je vous ai dit que beaucoup de charbon rentrait, mais c'est que cet indice-là qu'on a mis en place, la taille des feux a augmenté. Et là, quand on a eu ça, on s'est dit, bon, il y a un problème. Comment expliquer que dans une période froide et humide, surtout, on a eu des grands feux de forêt? Et gardez en tête, vous voyez où est le pic là, ici, là? Il est juste là. Il est aux alentours de 1000 ans. Je dirais même, il est encadré. Le pic maximum, il est aux alentours de 1200 ans. Et là, on a pris des données, on les a tournées encore une fois, c'est toujours la même chose. Il y a un pic qui s'opère justement pile poil ici, à cette période-là. Et quand on a, je dis, mais forcément, il doit y avoir une explication. L'insolation des températures, etc., donc ça diminue, donc ok, il n'y a pas de problème. On le voit ici, le point rouge en pointillé, on le voit, c'est que ça, c'est des températures annuelles. On voit que ça diminue. Ça explique l'insolation. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça, c'est des modèles, encore une fois. Modèle, tout ça, c'est des modèles. Et ça, c'est les données. Quand on regarde les printemps, la température printanière augmente. À partir de 4000 ans, les printemps sont devenus plus chauds. Et quand on a fait une analyse de corrélation entre cette courbe-là et cette courbe-là, on avait une corrélation de 0,80. C'est comme si la courbe de la taille des incendies était dictée par les températures du printemps. Et je dis, mais ça, c'est un modèle. Mais ça, on le voit notamment au niveau de l'insolation du mois de mars et du mois d'avril et du mois de mai même. Donc, si on voit que l'insolation estivale diminue, on voit une légère augmentation de l'insolation au niveau de l'été. Et donc, on a dit, il y a 10 ans, que ce qui gouverne la taille des incendies dans la forêt boréale, ce n'est pas les températures annuelles, mais c'est les températures au printemps. Quand on a avancé ça, ils nous ont dit non. Quand on a soumis la première fois le papier, ils nous ont dit non. Ou essayer de nous l'expliquer, est-ce que vous voyez dans l'actuel? OK. Donc, Martin a dit, on va utiliser les données de la Sopfeu. Sur les 30 dernières années, c'est 1960, 2000, en tout cas, ce sont des données actuelles. Les données du mois de juin. Température, nombre de feux et taille des feux. Qu'est-ce qu'on voit? Pour 1 degré d'augmentation de température printanière, on multiplie par 3 la taille des feux. Donc ça, c'est la taille moyenne des incendies. Donc là, c'est sur 18 données. Bon, ça vaut ce que ça vaut là. Mais on voit que si on passe, notamment sur cette frange-là de 13 à 14 degrés, 1 degré de différence, vous entraînez ça. Mais imaginez ce qui s'est produit ici. On est passé ici, donc ici, c'est des anomalies. On est passé ici à des anomalies négatives jusqu'à 2 degrés autour du médiéval roman, 2 degrés qu'on a.
Et regardez la résultante. Donc là, on est passé ici. Donc là, c'est une courbe sans unité. Mais on voit techniquement qu'on a pris quasiment 2 unités en termes de taille des feux. Je ne sais pas quelle est la surface, mais c'est juste pour vous donner l'augmentation adossée à ces 2 degrés. Et notamment aux alentours du réchauffement médiéval. Donc, si on doit résumer le lien, notamment avec ces histoires de climat, quand il a fait chaud et sec, il y a eu beaucoup de feux. Mais ils étaient comment? Tout petits au final. Et quand il a fait froid et humide, mais chaud, parce que chaud au printemps, c'est ça en fait qui était la clé. C'est là où on est. Donc le lien direct en disant, mais ouais, quand il fait très chaud, etc. Non, c'est pas un réchauffement global qui est le plus important. C'est le réchauffement au début de la saison de feu. Pourquoi au final? Si on raisonne techniquement par rapport à ça, c'est une question de sécheresse. Et tout est cumulatif. Donc si on déneige plus tôt, si on a moins d'eau, c'est-à-dire que quand on va arriver à la saison de feu, on aura accumulé de l'inertie, notamment de la sécheresse, parce que c'est ça qui gouverne les incendies. Et qui fait qu'en bout de course, quand on arrive dans la bonne période pour les incendies, on a accumulé de la sécheresse, ce qui fait que le système s'emballe. Mais vous allez voir que, et c'est pour ça que c'était très intéressant par rapport à l'actuel, depuis à peu près 1942, les données d'Uranos le montrent, il pleut beaucoup. On a les nappes phréatiques qui sont hautes, donc il y a beaucoup d'eau qui arrive dans les aquifères et dans les rivières, etc. Donc on n'est pas en déficit hydrique depuis 10 ans. Mais c'est cette période aussi qu'on voit qu'on a des grands feux qui s'opèrent. Mais les précipitations actuellement, elles ne sont pas en été, elles ne sont pas en hiver, elles ne sont pas au printemps, elles sont à la fin en fait. Et donc l'augmentation, et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, l'augmentation des précipitations qu'on voit il y a 4000 ans, elles n'ont pas été en été, elles n'ont pas été au printemps. On a l'impression que c'était plus vers l'été et que les printemps sont restés chauds et secs, et peut-être les étés chauds et humides. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a l'impression qu'on est dans cette configuration-là, parce que l'augmentation des précipitations qu'on a actuellement, à peu près 10% actuellement, depuis 42 jusqu'à maintenant, c'est 10%. Et même dans les régions nord, on est monté à 15%. Quand on monte vers le Labrador, etc., on est même à 15%. Donc on a l'impression que la configuration actuelle, elle ressemble de plus en plus à ce qu'on a observé, notamment il y a 1000 ans. Parce qu'à 1000 ans, qu'est-ce qu'on a eu? Un réchauffement ponctuel dans une dynamique de refroidissement, les printemps chauds et secs, l'été était redevenu un tout petit peu plus chaud que la fois précédente et humide. Quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'on est actuellement dans cette configuration climatique. Chaud, sec au printemps, chaud et humide vers la fin de la saison de feu. Et c'est pour ça que, pour moi, au jour d'aujourd'hui, tous les travaux paléo doivent se concentrer sur cette période-là. C'est quand même intéressant parce que c'est suffisamment loin, parce qu'il y a 1000 ans, pour qu'on puisse travailler sur des mécanismes de réponse, etc., et suffisamment proche de nous pour qu'on puisse faire un genre de raccord facile. Et en plus, ce qui est génial pour cette période-là, là, il y a Fabio qui est forcément en ligne, on peut faire de la dendro avec l'équipe à Dominique Arsenault, utiliser des arbres dans des laves, remonter et essayer de faire le raccord. Et donc là, à mon sens, on doit se concentrer sur toute cette période de réchauffement, début de l'Holocène, sur les siècles. Ce n'est pas là la clé. La clé est quelque part ici même. Et si on doit se référer comme zone de référence, ce n'est pas les 300 ou les 200 dernières années,
il faut aller travailler cette période. En tout cas, à la lecture de ce que je vois comme archive et comme je vois là maintenant les choses, c'est cette période-là qui doit être notre période de référence. Le dernier réchauffement médiéval. Donc, si on doit nous dire, est-ce que cette année-là est une année record? Oui, mémoire d'homme, c'est sûr, 15 millions. Si on a plusieurs périodes comme ça, vous direz que oui. À mon avis, on est en train de changer. Donc, on verra 2024, 2025, etc. Et si on veut avoir des réponses, je pense qu'il faut aller du côté du medieval warming pour aller le chercher. Donc, pour moi, donc, ce que je disais, donc là, c'est tout un baratin là, que j'ai écrit, mais juste ce que je suis en train de vous dire, c'est 2023, oui, c'est une année record. Mais est-ce que c'est une année record à l'échelle de l'Holocène? Moi, je me dis que ça s'est déjà produit, ce type de... Et c'est là où c'est intéressant aussi. C'est comment la végétation a pu réagir à ça. Parce que bon, nous, c'est nous qui sommes impactés. On dit, ah oui, c'est catastrophique, etc. Voilà, ça bloque les routes. Ah, mais la végétation, est-ce qu'elle a tenu à cette période? On va en discuter rapidement. Donc là, ça, c'est abominable. Chaque fois que je vois ce type de diagramme, je vais essayer de le lire, c'est pas terrible. Ça, c'est des diagrammes polliniques. Donc là, c'est des pollens. Et là, c'est des arbres que vous voyez ici. Et donc, ce qui est quand même assez extraordinaire avec ces histoires de pollen, c'est qu'on voit comment les espèces ont pu apparaître, disparaître, qui a remplacé qui est revenu, etc. Moi, je n'aime pas voir ça parce que je préfère sortir des courbes individuelles sur les espèces, mais bon, ça reste un cas d'école assez simple. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'à partir de 6000 ans, c'est l'épinette noire, donc là, je ne vous apprends rien, qui prédomine dans la végétation. Mais c'est plus complexe que ça. En fait, au tout début de l'Holocène, quand on regarde dans la région de l'Abitibi, à partir du 49e degré nord jusqu'à la limite d'exploitation des forêts, là, même dans la pression indienne, on avait une végétation, et ça, Nicole en sait quelque chose, parce qu'on a essayé de bosser là-dessus, notamment sur les identités, c'est que quand on regarde la végétation à cette période-là, il y avait de l'épinette, il y avait du sapin, il y avait du tuya, il y avait du bouleau, et il y avait du pin blanc dans la végétation. Beaucoup de feux, mais des petits feux. Donc le sapin, il est bien, le pin blanc, il est bien, et on me voit actuellement ces îlots de sapin, ces îlots de tuya, et ces îlots qui sont dans la Plétière actuellement, on a toujours dit, mais d'où ils sortaient ces îlots? Parce qu'ils sont complètement orthogonales par rapport à la grande matrice. Donc, dominés par de l'épinette, mais de temps en temps, au bord des lacs, dans des zones un peu refuges, on a des beaux sapins, même de l'épinette blanche, les tuyas au bord des rivières. On se dit, mais ils sortent d'où ces affaires-là? Et non, ils sont au sud, enfin, dans la forêt boréale mixte. Mais il y a 6000 ans, tout ça a été mélangé. Et le sapin, il était tranquille, même le tuya, des petits feux, même s'il y en a beaucoup, et même le sapin, je pense que même ça peut le dynamiser si on fait des petits feux, mais que les semenciers sont quelque part. Donc, voilà. Et quand on arrive à 4000 ans, la donne change. Le sapin, il crache, le tuya, on ne voit plus, le bouleau, il crache, le pin blanc, il disparaît de la grande végétation dominée par l'épinette. Mais pourquoi, en fait? C'est au moment où on a les grands feux. Donc là, on voit en fait aussi, de façon indirecte, comment la végétation s'est adaptée à un moment donné à cette grande modification des incendies. Avant, c'est comme si la forêt boréale mixte était beaucoup plus au nord, avec du sapin, etc. Et quand le mécanisme s'est emballé autour des grands feux, ciao, restez au bord des lacs, c'est là où vous serez le plus protégé. Donc ça, on le voit ici. Hein. Donc là, on avait toute cette période ici, donc là, c'est plus loin, là, mais la période ici, pin blanc, bétula, épinette. Et quand on arrive ici, là, qu'est-ce qu'on voit? Le pin gris. Le pin gris, il a besoin de quoi pour pouvoir se mettre en place dans un paysage? Mais il faut que ça brûle et il faut qu'il y ait des grands feux.
Donc, on voit que l'histoire qu'on a racontée, indépendamment de la végétation, on voit qu'il y a un lien entre le fait qu'à 4000 ans, on change de régime, ok? Tout ça, il disparaît, et qu'est-ce qu'on voit ici? Depuis 2000 ans, du pain gris. L'optimum des tailles des feux, ils étaient où? Aux alentours de 1000 ans. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est produit sur cette grande période-là. Le pain gris, il était un tout petit peu ici, il disparaît, mais quand on était là, où il faisait que des feux, mais des petits feux, il n'y était plus. C'est à partir du moment où les feux sont devenus plus grands, on voit les choses. Donc, on voit que toute la période, et je vais finir sur cette figure-là, on a appelé ici la boréalisation. Quand on est passé de 6 à 4, où on avait cette diversification avec beaucoup d'éléments de la forêt boréale mixte, c'est à partir de 4000 ans qu'on a mis en place cette végétation qu'on connaît actuellement, cette fameuse forêt boréale coniférienne, et ce qu'on a appelé ici la boréalisation, elle a débuté à cette période-là. En fait, la forêt boréale coniférienne, elle a été mise en place grâce à la mise à feu sur de grands territoires de cette zone. Avant, elle était beaucoup plus mixte. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir injecté énormément de conifères dans la matrice, mais ça fait rétroaction positive. Plus de conifères, inflammables, adaptés au feu, le pain gris, ça fait un emballement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais être trop long. Je me rends compte que je suis trop long là, mais à force de parler. Mais deux choses à retenir, assez simples. La première chose, c'est que 2023, oui, année exceptionnelle, mais à l'échelle de l'Holocène, pour moi, ce n'est pas non plus quelque chose sur lequel on. Forcément, en mémoire d'homme, c'est exceptionnel. Mais à l'échelle de l'Holocène, ça s'est déjà produit. Est-ce que la végétation s'est adaptée? Oui. On l'a vu. On a basculé sur quelque chose qui était beaucoup plus mixte à quelque chose qui était beaucoup plus conifère. Et quand moi je regarde la période de l'an 1000, la seule modification majeure qui s'est produite, c'est qu'on est passé d'une végétation dominée par l'épinette noire, où le pain gris a pris beaucoup plus d'espace. Donc c'est sûr que si on diminue, on augmente la fréquence et en même temps on fait des grands feux, ce qui va se produire, à mon avis, c'est que le pain gris va prendre beaucoup plus d'espace. Le pain gris va prendre de plus en plus d'espace. Si les feux sont beaucoup plus sévères, on va brûler de la matière organique. Donc, ça va donner encore des nids de germination un petit peu plus. On s'entend, là, si on a 2 mètres de matière organique, pour essayer de brûler 2 mètres de matière organique, c'est un peu plus compliqué. Mais dans les zones où vous avez 50 cm, 1 mètre, où les feux vont repasser, ça va faire des bons nids de germination pour le pain gris. On ne sera pas là, moi je ne serai pas là, c'est sûr, mais je pense que dans 100 ans, on aura plus de pain gris dans cette période, dans cette zone ici, comme aux alentours du médiéval où on avait 60-40, 60% de pinède, 40% de pain gris, et même à des endroits 50-50, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais je pense qu'on va arriver à cette configuration. J'ai terminé. Merci beaucoup, madame. C'était excellent. Il y a des questions pour madame. Là. Oui. Moi, je voulais savoir, vous avez dit que les scènes pour les carbone de tombe dans le lac. Ouais. Comment vous pouvez savoir si c'est le même incendie, si ça vient du même incendie ou si c'est plusieurs incendies? Ça, c'est une très bonne question. C'est que quand on a notre carotte, on découpe, on récupère une portion. Donc, on a les charbons. Ce qu'on est sûr, c'est que dans un assemblage de charbon qu'on analyse, il peut y avoir plusieurs trucs. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire on a eu un feu, deux feux, trois feux, mais on travaille sur des tendances. Donc, c'est la tendance qui est importante.
Donc, après, on a eu dans le passé essayé de dire que chaque croix est égale à un feu, mais je suis d'accord avec vous, dans une croix, il peut y avoir plusieurs feux, ou un feu. Mais ça, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de s'affranchir de ce pied. Mais par contre, la tendance reste toujours quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour inférer cette histoire. La question a été de dire, est-ce que, comment on peut être sûr que dans un événement, ou en tout cas dans une croix ou dans une identification de feu, il n'y a qu'un seul feu alors qu'il peut y avoir plusieurs feux? Donc la réponse est oui. C'est qu'une croix, que j'ai montré tout à l'heure, peut être aussi adossée à plusieurs feux. Et ça, je ne peux pas m'affranchir de ce biais. Oui. Je vais peut-être entrer dans la présentation, mais vos analyses et les résultats, ça s'applique à quelle échelle géographique de les régions géographiques? Là, on était dans la forêt boréale coniférienne, donc ça va du 49e degré nord jusqu'au 52e. C'est là où on a l'ensemble de nos sites. On a à peu près une vingtaine de sites. Et ce que je vous ai montré là, c'est surtout la partie, on va dire, ouest du Québec, mais on a des données sur la partie est, sur la côte nord, qui montrent la même chose. Est-ce sur la côte nord? Ouais, donc ça prend quasiment toute la partie est du Canada, on va dire. OK. Et est-ce que vous avez une idée à quel point ça s'applique à l'Ouest canadien? Non, non, parce que là, en fait, j'ai une étude, c'est celui d'Orion, Gaborion, et c'est pas forcément la même chose. Et actuellement, en fait, dans l'Est, depuis le petit âge glaciaire, la fréquence, en tout cas le cycle d'effet diminue, alors que dans l'Ouest, ça augmente. Donc je pense que c'est pas le même mécanisme qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. OK, bon, merci. Très intéressant, merci. Merci. Tu proposes qu'on s'en va vers une connectorisation, puis la Commando parle de l'enfeuillement. Ouais. Qu'est-ce que je dis avec ça? Ben, en fait, en tout cas, quand je regarde nous les archives, le fait d'avoir des PU n'est pas inhérent. On en a eu. Et notamment, j'ai dit, donc, il y a 6000 ans, il y a eu plus de diversité, et il y avait le boulot. C'était le boulot qui était là. Okay, c'est pas le peuplier, c'était le boulot. Pas que le peuplier, on a du mal à identifier, mais c'était du boulot. Le problème, c'est que plus les feux sont devenus hyper grands, et si tu vois, ça remonte, la coupe, au fait, l'enfeuillement actuel, et c'est surtout lié à la coupe. Mais si, à côté, de l'autre côté, le chronomètre dit qu'il y a des grands feux qui vont s'opérer, je te garde entre la coupe et les grands feux, c'est le panier qui va gagner. Et donc aussi, de faire des migrations assistées, remettre des feux. Moi, je ne crois pas en plus. Parce que là, ils sont en train de dire, ouais, il faudrait faire de la migration assistée, planter des feux. En plus, ils ne se rendent pas compte, c'est que les processus qu'on observe là, ça s'est produit sur des pas de temps, 1000 ans, 2000 ans. Migration assistée, le temps, les sols, par exemple. Mais comment tu peux faire, les sols? Tu vas pas enlever donc il faut enlever toute la tour, par exemple. C'est ça. Tu vas pas pousser sur un mètre de tour. Et donc, je pense que la vision qu'on a actuellement de l'enfeuillage, là, c'est pour ça encore. L'observation n'est pas suffisamment longue. Merci, c'est super intéressant. J'avais réfléchi un peu à la question de parce qu'en fait, on parle de l'événement, la biomontrée, les incendies, la taille est liée au départ de comprendre. Là, on voit que on a, avec le corps signature, on a produit du bruit dans ces signaux-là. Donc, je me demandais, à ton avis, est-ce qu'on a un moyen d'introduire un peu le changement que nous on a déclenché avec nos possibilités? Ça, c'est une très bonne question. Bien évidemment, dans nos schémas actuels, on n'a pas pris, mais il y a un moyen de le faire en faisant de la modélisation. Et on est en train d'essayer de le faire là
avec l'indice. J'ai un collègue là, avec qui je commence à travailler, qui est à l'Université du Nouveau-Mexique. Et on est capable, ben, ça reste perfectible, hein, c'est ce que fait Yann Boulanger. Mais le challenge que nous, on va faire, qui va être un peu différent de ce que fait Yann, c'est qu'on va utiliser les données détaillées pour calibrer l'indice. Et quand on aura fait ça, on va dire à l'indice, reproduis-nous ce qu'on a vu dans le passé. Le différentiel, c'est un peu... Exactement. Exactement. C'est ça qu'on va faire. C'est quand on aura calibré, quand il aura trouvé, le différentiel, c'est l'entropie. Et donc, on pourra partir avec l'image actuelle adossée aux activités anthropiques versus avant l'activité anthropique, et on regardera les trajectoires. On va voir qui va gagner. Parce que pour moi, c'est bien compliqué, parce que moi, je suis des cas qui sont technologiques. Moi, les chiffres de temps, c'est des jours. Oui, mais c'est long. C'est quelque chose de temps, c'est quand vous pouvez construire un programme de construction sur des valeurs relevantes. On a aussi des valeurs adaptatives des espèces. Exactement. Donc, on a un moyen de considérer ça et de créer ça aussi au futur. Parce que dans le truc, c'est très difficile de savoir les dignités, les personnes sélectives qui vont driver les destins des espèces. Je vais vous donner un exemple qui est assez. Je voudrais le faire, mais pour l'instant, bien évidemment, on n'a pas le temps et pas le moyen non plus. Le pain gris. Quand on prend le pain gris, je le prends de la côte est jusqu'à l'autre bout là, de son développement, là, l'ouest canadien. Génétiquement, c'est la même espèce, le même pain gris. D'un côté, tu as des espèces à l'ouest hyper sérotineux, et tu as les espèces de la côte nord qui sont fermées. Donc, on voit que, d'un point de vue phénotypique, l'expression génétique de la sérotinine, elle est variable. Donc, plus l'espèce est soumise à des feux, plus la sérotinine s'exprime. Plus il est soumis à moins de feux, moins la sérotinine s'exprime. Donc, si tu prends cette variabilité spatiale, tu le mets dans le temps. Et là, on fait quoi maintenant? De l'ADN. Donc, si on pourrait faire une étude de voir l'évolution de la sérotinine en fonction du temps et en fonction de la taille des incendies à un endroit donné. Donc, pour répondre à ta question, il faudrait récupérer l'ADN. Admettons, la phénologie que tu cherches, c'est, j'en sais rien, la chute des feuilles, par exemple, et qu'on connaît le gène adossé à ça. Et comment ce gène-là, ou cette adaptation-là, ou ce trait fonctionnel, a su évoluer. On pourrait le suivre. Ça pourrait faire le lien entre ce que tu observes aujourd'hui, qui est une expression génétique jusqu'à un certain point. On pourrait le suivre temporellement avec l'ADN au sein de nous. Ah, c'est sûr. Merci. Il y a une question en ligne. La question, c'est Sonia Légari qui la pose. Qu'est-ce qui explique que le peuplier Portland n'a pas pu dominer lorsque le changement de climat s'est opéré il y a 4000 ans? La ceinture d'argile est pourtant propice dans la région. Deux éléments de réponse. Le pollen du peuplier se conserve très mal. Et je pense qu'il y a un biais dans nos reconstitutions autour du peuplier. Et quand j'ai dit ça, ma deuxième réponse, c'est que, à mon sens, sur la structure d'argile, il est certain qu'il était présent et qu'on ne l'a pas observé de façon optimale. Mais il n'y a pas que lui sur la structure d'argile. Il y a d'autres espèces qui sont aussi adaptées. Et le Hugo, peut-être un peu moins. Je pense qu'il pousse surtout sur le til. Qu'est-ce qui aurait pu pousser sur ça? À part le peuplier. L'aulne. Ben, on ne fait pas des forêts d'aulne. Mais je pense que il y a un biais. Et ça, pour l'instant, à part de l'ADN, mais le pollen de peuplier, il se conserve très très mal. Donc, la question de Sonia, je pense que oui, il y a dû y avoir beaucoup de peupliers avant, mais on ne l'a pas suffisamment vu. Il y a Fabio en ligne. Si tu peux lui dire en micro, s'il est ouvert un peu. Salut Fabio, si tu veux ouvrir ton micro.
Est-ce que tu m'entends, Adam? Tu es où là? Tu es ici ou tu es ailleurs? Oui, je suis ici Je pour... t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Fabio, on t'entend pas. Ok, tant pis. Je pense que la salle n'a pas le microphone. Bien. Je sais même pas si j'ai le son sur cette bécane. Ouais, ok. Mais tant pis. Ah, ben on t'entend, je t'entends côté sur un autre. Dis-nous. Est-ce que tu m'entends donc ici maintenant? Est-ce que tu m'entends, Ouais, Adam? ouais, je t'entends. Ok. Mais donc, je voulais faire un commentaire. Je comprends que dans les données 2023, ça reste toujours dans la variabilité naturelle. Par contre, ce printemps risque d'être sec aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Ben, on va couper le son. Pour te répondre, je dirais que si tu veux vraiment mon avis, Fabio, c'est que tranquillement, pas vite, on est en train de se rapprocher. Je pense qu'on se rapproche de plus en plus à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, vers ce fameux réchauffement médiéval. De toute façon, tous les modèles le disent. Et est-ce que 2023 inaugure finalement ce changement? Je pense qu'il faudrait avoir 1, 2, 3, 4 périodes, notamment sur 10 ans, même en trop passé de 10 ans, pour dire qu'on a vraiment basculé. Mais ma conviction profonde, c'est que oui. Mhm. Mais il faudrait attendre d'avoir quelques périodes comme 2023. J'étais aussi une autre question, Adam. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui. Euh, ben, c'est un commentaire plutôt qu'une question. Jusqu'à maintenant, les séries dendrochronologiques ont été capables de reconstituer les températures de juillet-août. Hein. C'est vraiment les températures de l'été. Mais effectivement, avec peut-être les projets de Samuel et l'anatomie du bois, on peut aller chercher d'autres périodes, donc des périodes de printemps. Ça serait super intéressant de tester ces arguments aussi. Ben, en fait, Fabio, dans pas longtemps, je vais envoyer un papier. Là, je vais envoyer un article dans pas longtemps que je suis en train d'écrire parce que avec Martin, sur un autre papier dans l'Ouest, là, on a sorti un modèle. Et ce modèle nous permet, pour la première fois, de reconstituer la quantité d'eau disponible dans les sols à l'échelle saisonnière. Donc, c'est de la modélisation encore une fois. Et là, ce qu'on a vu sur les données là, que je suis en train d'analyser, mais le printemps, il est vraiment devenu plus sec à partir de 2000 ans. Et il y a un creux, devine où? Pile poil autour du réchauffement médiéval en termes de données disponibles. Et donc, il est certain qu'il faudrait, avec les données d'Andro, parce que là, ça serait vraiment le Graal, parce que là, c'est annuel. Et avec ces séries flottantes que tu fais avec Dominique, qu'on soit capable d'aller chercher la signature, que ce soit en quantité d'eau, peut-être avec de l'isotopie avec Étienne, j'en sais rien, avec le deutérium ou d'autres. Il faut aller chercher cette saisonnalité printanière, c'est sûr. Mais je pense que ça va peut-être passer par des analyses isotopiques, à mon sens, avec Ben, Étienne. je pense aussi que des analyses intraannuelles anatomiques pourraient donner une idée. Tu penses aussi au niveau analyse anatomique, Oui. de faire de l'éco-anatomie? Ben oui, on va en reparler quand on se voit. C'est bon, je suis d'accord. On sait que les variations de thé, Les quoi? les variations de thé qui permettent de savoir les variations des lacs. Je crois que ça peut servir justement pour savoir une variation Des tourbières? ouais, Ouais. qui sont testés pour les sources. Ouais, en fait, je ne l'ai pas montré là,
Mais nous, on a un autre indicateur qui, pour moi, est beaucoup plus fiable au jour d'aujourd'hui par rapport à ces fameux polylipides. C'est des lipides, non? Des GTT, ouais. Ouais. Ils n'arrivent jamais à le dire. Parce qu'il faut encore faire de la calibration. Mais on a les rhizopodes, les técanomiens dans les tourbières. Et les técanomiens, à partir de 4000 ans, ils montrent ça. Il y a un papier qu'on avait publié avec Simon Van Bellen en 2013, où on le voit, ça, cette augmentation. Mais ça te donne des précipitations annuelles. Nous, c'est la saisonnalité. C'est ça, on n'arrivera pas. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur printemps, été, et même, il serait même intéressant d'être capable de ressortir les précipitations neigeuses. Ça serait vraiment top. Mais ça devrait être facile parce que tu as ton total. Oui. Et si tu as ton Oui, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure, justement. On s'est dit avec Dorian, mais si on a le printemps, on a l'annuel, on a l'été, mais on aurait la quantité par rapport à l'année. Mais oui, c'est bon. Donc, voilà. Merci. Bon, mais à une prochaine fois. Bon. Maintenant, nous aurons une petite discussion avec deux